j'espère que vous allez bien. On va parler un peu des personnages dans cette vidéo et je vais aussi vous donner un petit truc par rapport à pour vos tirages, les éléments qui vous permettent d'approfondir les tirages dont je ne vous ai pas encore parlé. Voilà, bon, Manoir, il y a beaucoup de choses à dire. Ceux qui ont suivi le processus de création ont vu que je tenais un grimoire cahier où j'écrivais dedans toute l'histoire des personnages du manoir. Et j'ai pas tout mis dans le livre pour pas trop charger au niveau de la lecture. Hein. Donc par contre, il reste beaucoup de choses que je peux vous partager. Je le ferai en vidéo, voilà. Vous me direz si ça vous intéresse aussi, parce qu'évidemment, c'est pour vous hein, que je le fais. Voilà, mais les personnages, je vous l'avais promis parce que on m'a demandé et j'ai vu qu'il y avait effectivement des fois des confusions par rapport à qui est qui. Qui est qui. Alors, donc, on va faire un par un. Et par contre, tout est dans le livre si vous voulez. Si vous lisez assidûment le livre, vous n'avez pas de doute. Hein. Je pense que si vous en avez, c'est parce que vous avez passé vite fait comme ça. Mais c'est important de comprendre les personnages et de lire. C'est pour ça que j'ai fait aussi. Voilà. Mais je vais vous donner des petites anecdotes en plus. Alors la comtesse. Donc on a bien compris que le manoir, il a été créé par Charles, qui est le grand-père de Jeanne-Élisabeth. Hein, tout est écrit dans le livre, qui est la comtesse. Donc elle représente la cohérence du soi, le soi même, hein, le soi, mais dans ce côté identité, quoi. Voilà, cohérence de l'identité. Donc elle est née, elle est morte au manoir, et le manoir représente aussi ça. Donc elle est complètement intrinsèquement liée au manoir, avec particularité, c'est de rechercher la cohérence. Elle est un petit peu comme une geôlière, elle a toutes les clés du manoir, elle gère le manoir. Elle s'occupe voilà, de l'harmonie générale. Et, mais elle peut aussi avoir un côté un peu psychorigide dans certains aspects. Elle va condamner des objets comme le carnet de notes ou des pièces comme la pièce interdite, etc., etc. Elle a ce côté-là. Mais il ne faut pas oublier qu'elle avait aussi ce côté explorateur, de recherche. Donc elle a aussi... Voilà. C'est des personnages denses à chaque fois, donc... Je pourrais en parler longtemps, mais donc voilà, personnage principal. Ensuite, alors là c'est important, j'ai vu des confusions. Le comte, ce n'est pas le comte, ce n'est pas son grand-père. Hein. Mais après, c'est écrit dans les fiches. Hein. Mais c'est le comte, c'est son mari, et c'est le comte Hippolyte du Pouilly. Donc Jeanne-Élisabeth est mariée à Hippolyte du Pouilly. Et son grand-père n'a pas de carte qui le représente physiquement, mais on en a qui le représentent, on va voir après, symboliquement. Donc voilà, on a Jeanne-Élisabeth et son mari, Hippolyte, qui est une pièce rapportée, si vous voulez. Alors, c'est ça qui est important, il va prétendre avoir construit le manoir, donc je l'ai écrit, mais c'est pas vrai. Lui, il arrive après, voilà. Il représente l'estime de soi, l'assurance, mais aussi ce côté qui peut aller jusque le narcissisme, d'où le mensonge de dire j'ai fait le manoir alors qu'il n'a rien fait. Lui, il est arrivé grâce au mariage avec l'héritière légitime étant Jeanne-Élisabeth, petite fille de Charles. Voilà. On a principalement cette génération-là qui est représentée en carte, à l'exception du petit Charles, dont je vais parler après, mais sinon c'est la dernière génération avec les enfants, la dernière famille, on va dire, qui est représentée. On a Gaston, le fils aîné du comte et de la comtesse, qui représente les risques et les décisions, qui est un joueur, un tricheur, un séducteur. Voilà, il peut représenter aussi les mauvais choix, l'impulsivité. Il meurt assez jeune, d'ailleurs, à cause de ses frasques. Tout est dans le livre, je le rappelle. Voilà. Ensuite, on a la jeune mariée. Alors, c'est la sœur de Gaston. Qui représente l'espoir, l'attente, mais aussi le côté s'illusionner. C'est une grande romantique, mais qui vit un peu dans son monde à elle, dans son monde fleur bleue. Voilà. Donc, qui se retrouve seule le jour de son mariage parce que les illusions rencontrent jamais vraiment la réalité. Donc ça marche pas forcément et elle se jette d'une tour du manoir et elle meurt dans sa robe de mariée. Donc grand classique des manoirs hantés. Le fantôme en robe de mariée, voilà, la jeune mariée. Ensuite, on a les triplés, donc c'est les petites sœurs, c'est les dernières de cette famille-là, donc c'est les petites Colette, Colline, Cornalie,
et qui, voilà, bah, sont facétieuses. Alors elles représentent la complicité, l'alliance, vraiment c'est des triplés quoi, très soudés. Mais bon, elles meurent jeunes dans l'histoire, euh, parce que voilà, c'est les dernières. Et puis elles ont aussi ce côté évidemment facétieux parce que c'est le manoir, donc elles font des mauvais tours aussi. Voilà, donc ce côté qui peut être aussi dans l'aspect négatif, association de malfaiteurs. Ça reste le manoir, hein. Voilà. Ensuite, on a l'enfant. Alors l'enfant, lui, il est d'une autre génération. C'est un fantôme d'un enfant qui est mort jeune aussi. Et lui, c'est le fils de Charles, le fondateur du manoir. Donc c'est Charles, deuxième du nom. Voilà, c'est le seul, donc qui en fait représente l'oncle de Jeanne-Élisabeth. Vous voyez? Donc voilà, c'est le seul de cette génération-là représenté physiquement. Les autres sont représentés indirectement par des objets, comme le piano est lié à Arthur, etc. Donc voilà, et lui c'est l'enfant, il représente la responsabilité, l'implication. Donc c'est un enfant qui a en fait été abandonné littéralement par ses parents dans la salle de jeu, qui a été construite pour lui. Alors pour situer les personnages, ils sont c'est noté d'où ils viennent. Alors par contre l'enfant, il a vécu dans la salle de jeu. Je l'ai mis dans tout le manoir parce que comme il représente aussi la responsabilité et le soi, mais il est lié à la salle de jeu parce que aussi c'est ce côté d'évitement de la responsabilité. Mais sinon, c'est écrit vraiment clairement l'objet et les personnages, à quel lieu ils sont liés. Vous avez qu'à regarder. Tac, les deux frères, ils sont liés quoi? Vestibule, c'est marqué. Pièce du manoir, vestibule. Je dis ça parce que j'ai vu des confusions aussi. Le vampire, pièce du manoir, escalier en colimaçon, les domestiques, la cuisine. Voilà. Alors voilà, il est lié à la famille et il est lié au manoir en général, plus particulièrement à la salle de jeu. Voilà. Donc ça, voilà. C'est une autre génération, il est un petit peu à part, mais il fait quand même partie des spectacles. Ensuite, on a les domestiques. Eux, je les ai placés dans la cuisine, hein, de mémoire. C'est noté de toute façon. Donc voilà, ce sont les domestiques qui ont aidé et ils représentent le service, le soutien. Sans eux, le manoir, il ne pourrait pas fonctionner. Hein, donc ils sont quand même très nécessaires. Ils ont un peu leurs petites histoires aussi dans le livre. Ensuite, on a le vampire. Alors c'est le seul presque vivant du manoir. Mais en même temps, ils ne sont pas vivants, les vampires. Donc c'est l'entre-deux, lui. Hein. Voilà, mais en fait, lui, il est arrivé, il s'est installé au manoir. Voilà. Il squatte le manoir parce que, bah, évidemment, un beau manoir abandonné comme ça, c'est la demeure idéale pour un vampire. Donc, il représente la séduction, l'influence. Et voilà, ce côté aussi manipulateur hein, du vampire et le côté vampire énergétique, émotionnel, vous aurez compris. Donc, voilà. Ensuite, on a les deux frères. Et ben, les deux frères, c'est des clochards en fait, qui sont arrivés, qui ont vécu au manoir, donc avant le vampire, hein, ou alors est-ce qu'ils ont cohabité, ça je ne l'ai pas précisé. En tout cas, ils ont vécu parce que comme le vampire, le lieu était inhabité, mais encore beau, meublé, parce que la famille est morte, elle a tout laissé, il n'y a plus d'héritier en fait, après les triplés. Et du coup, ils ont squatté littéralement aussi, et ils ont profité de la belle vie dans ce beau manoir, et puis ils sont décédés tranquillement, donc leur spectre. Et eux, ils représentent l'opportunisme et les occasions, donc c'est ça, ils ont été côté opportuniste. Mais moins différent enfin, ils ont un lien avec le vampire, très clairement. Ils arrivent de la même façon aussi, sauf que le vampire, il va être plus ambitieux, plus actifs, tandis qu'eux, ils vont être plus passifs. Alors, ils vont être aussi menteurs, manipulateurs, hein, parce qu'ils vont quand même... Mais eux, ça va être dans la facilité, la flemmardise totale. Bon, après, ils représentent le côté opportuniste, c'est-à-dire les opportunités qui viennent à nous. Tandis que le vampire, c'est plutôt aller les chercher, aller poser des stratégies. C'est pour ça qu'il y a l'escalier qui est derrière, et l'escalier représente l'ascension sociale. Eux, ils s'en fichent complètement de l'ascension sociale. Eux, ils veulent le confort. Tandis que lui, il a quand même recherche, souvent on représente les vampires comme des personnes éduquées, qui prennent soin de leur image. Eux, pas du tout. Hein. Eux, c'est vraiment, il y a à manger, ils se servent, ils se lavent pas, ils s'en fichent quoi. Hein.
Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, vous avez compris. C'est aussi des signatures énergétiques hein, au niveau des personnages, des spectres. Donc c'est ça qui est important à retenir. Voilà. Ensuite, on a... Alors eux, on ne sait pas trop, on les voit pas bien, c'est fait exprès. Ce sont les vampires, les spectres errants. Ils représentent la confusion, l'errance. Donc en fait, on ne sait même plus, tout est dans le livre, hein, on ne sait même plus comment ils savent plus eux-mêmes comment ils s'appellent, qui ils sont, ils errent, on les entend à peine ou pas. On les ressent comme un courant d'air. Donc voilà, ça c'est les spectres errants. Et ça peut être des spectres de domestiques, ça peut être des spectres de la famille, on ne sait pas. Et eux-mêmes ne savent plus. Donc en fait, ils se baladent, ils vont du manoir au cimetière, ils font les allers-retours, voilà, vous avez compris. Ou les escaliers en colimaçon, voilà, ils se baladent. Mais on n'a pas de nom défini sur eux. Ensuite, le poltergeist, et ben là on a le grand-père, voilà, là c'est la carte de Charles, le grand-père. Et ça, je l'ai écrit dans le personnage aussi. Pareil, il y a son lieu. Hein. Son lieu est écrit avec ma mémoire terrible. Donc, on va regarder tout de suite. Le poltergeist, il est... Alors, lui, il est dans tout le manoir. Voilà. Il y en a que j'ai mis dans tout le manoir parce que ça va avec leur histoire. Et l'ombre aussi, voilà. Il y en a, c'est tout le manoir. Après, libre à vous si vous avez envie de dire, bah là, sur tel tirage, il me parle plutôt là, voilà. Mais il se balade, il fait tomber des trucs dans la cuisine, dans le cabinet des curiosités, dans la salle de jeu. Et c'est Charles. En fait, c'est normal qu'il soit dans tout le manoir parce que c'est aussi l'esprit du grand-père. Voilà. Et ensuite, on a l'ombre, et l'ombre, c'est une ombre. Donc, en fait, il n'est pas lié à un personnage du manoir, c'est juste le... Il vient d'un autre monde, lui, vraiment. Du bas astral le plus profond. Donc, c'est l'ombre, typique. Voilà, peur, appréhension. Et pardon, j'ai oublié, le poltergeist, il représente la surprise et l'imprévu, mais c'est aussi quelque chose qui va nous sortir de notre torpeur. Hein. Ça peut être aussi des événements... heureux ou malheureux, qui vont aussi nous sortir un peu d'une sorte de léthargie. Il y a ce côté-là comme ça, qui est lié aussi à l'esprit du grand-père, qu'on retrouve là, voilà. Le grand-père, il est aussi là, il est aussi dans la chaise squelette, parce qu'on retrouve sa colonne vertébrale, et lui, il est dans le salon, enfin cet objet dans le salon, voilà. Ça le représente. Après, son esprit, c'est le poltergeist, voilà. Voilà, c'est bizarre de parler comme ça, mais vous avez compris, ça fait un peu film d'horreur. Voilà, ensuite, évidemment, tous les objets ont des liens. Donc, les chaussures de la poupée appartiennent à la poupée, qui appartiennent au triplet. Le miroir, alors ça représente aussi un personnage qui est Marie-Clotilde, qu'on ne voit pas, mais elle est symbolisée aussi là, qui est le perfectionnisme. Et on a aussi le côté projection, vérité, se voir en face. Ça, dans le livre aussi. Ces fantômes-là, c'est qui vous voulez. Hein. Vraiment, là, ce sont des spectres qui se baladent. Ils ne sont pas définis. Ensuite, là, le saphir, il est lié à la comtesse, mais aussi à la jeune mariée. Tout ça, c'est dans le livre. Ça, c'est lié à la comtesse. Là, on a la photo de famille. Alors là, vous les retrouvez. Vous avez la comtesse, le mari, le comte, donc, dont on a la carte ici, comte du Hippolyte du Pouilly. J'ai rigolé en faisant les noms. Le pire nom. Gaston, la jeune mariée et les triplés qui étaient petites à l'époque de la photo, vous avez compris. Là, elle n'est pas en robe de mariée, elle est juste en robe blanche d'ailleurs. Voilà, enfin comme vous voulez. Voilà, et du coup, une photo qui a figé un instant de la famille. Vous voyez, c'est les dernières générations qui a vécu au manoir et qui a disparu. Il n'y a eu plus personne après. Voilà, photo qui est dans le salon. Là, c'est Jeanne-Elisabeth quand elle était jeune. Donc en fait, Jeanne-Elisabeth, elle va avoir aussi des objets qui vont comme ça et ça. Vous voyez, là, le côté toxique défavorable, intérêt observation. Bon, ce sont des cartes qui sont liées, et évidemment, le saphir, c'est lié aussi à Jeanne-Elisabeth, c'est un personnage important, elle a plusieurs objets. Là, c'est lié à la jeune mariée, là, c'est lié à Gaston, je ne vais pas tous vous les faire. Ah oui, petite anecdote, Gaston, alors ça, c'est le phonographe, et vous l'avez dans le Conte et Légende, c'est le même, j'espère que vous avez compris, pour celles qui ont le Conte et Légende, qui en fait, ça appartenait au diable, à la base, voilà. J'ai tiré des grosses ficelles pour que vous compreniez que c'était le même. J'espère que vous l'avez compris. Voilà. Voilà. Bon, je vais arrêter. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Mais je voulais quand même vous faire un résumé parce que
pour les personnes qui n'ont pas vu le livre encore et qui ont fait des tirages ou des présentations, tout ça. Et c'était pour vraiment, voilà, vous donner déjà, vous faciliter les choses et vous apporter des petits trucs en plus. Voilà, mais n'oubliez pas de lire le livre, il est fait pour, évidemment, ça éclaircira vos doutes quant au personnage. Je ferai d'autres vidéos sur les objets si j'ai des inspirations. Et après, dernier truc, quand vous faites vos tirages, notamment le tirage de plans, vous pouvez vous servir des mots associés. Parce que par exemple, si vous ouvrez une sorte d'enquête au manoir, vous pouvez aussi vous servir, par exemple, le saphir, c'est la couleur bleue. Vous cherchez quelque chose, et ben vous aurez l'élément bleu quand vous avez la carte. Voilà, je vous le dis comme ça vite fait. Mais ça vous permet aussi de dépasser ça et d'utiliser que ça si ça vous parle plus. Vous voyez? Côté intuitif. Donc, n'hésitez pas à vous en servir comme ça. Évidemment, il y en a d'autres qu'on peut rajouter parce que, par exemple, là, vous pouvez voir veuve. Si vous avez envie de voir la veuve, parce qu'elle est vêtue en noir, comme ça, avec une sorte de chapeau, là, noir. Vous pouvez le voir comme ça, c'est à l'intuition. Et c'est pour ça aussi que je vous ai rajouté des petits mots. Là, ça peut être le mot fenêtre, par exemple. Si vous, admettons... un tirage, je sais qu'il y en a parmi vous qui le font et je trouve ça sympa, pour retrouver un objet. Bah vous tirez et vous allez à l'intuition, vous tirez ça, vous dire ah, c'est peut-être près de la fenêtre, noir, un objet noir. Je dis noir, bah, enfin, ils sont tous noirs et blancs, mais vous voyez. Musique, est-ce que c'est près d'une enceinte de musique? Voilà, c'est un exemple. Hein. Après, vous vous en servez aussi pour vos lectures sentimentales. Je sais pas quoi, tout ce que vous voulez quoi. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour s'émanciper un peu, si on veut. Bon, je vais arrêter là. En tout cas, je rappelle que c'est hyper important de lire au moins les personnages qui sont dans les cartes. Parce que voilà, s'il y a trop de confusion, ça va fausser vos tirages aussi. Hein. Donc voilà. Après, si vous n'avez pas envie de tout lire, aller aux mots-clés, mais au moins comprendre un peu l'histoire, ce qui se passe, c'est pas mal. Et j'ai vraiment résumé au max. La partie psychanalytique, c'est pour vous. Si vous avez envie, maintenant, si c'est trop lourd pour vous, lisez pas, quoi. J'ai envie de dire, faites comme vous voulez avec cet oracle. Hein. Vous pouvez aussi juste vous arrêter aux images, aux mots-clés. Bon, ce serait dommage, mais c'est aussi une possibilité. Vous avez le choix. Enfin, je veux dire... Vous en faites ce que vous voulez de l'oracle. Après, au niveau des combos, vous avez plein d'idées super. Donc voilà, j'en parlerai peut-être une prochaine fois des combos que vous avez partagés. Et voilà, je vais arrêter la vidéo, elle est déjà bien longue. En tout cas, ah oui, un petit truc. Est-ce que ça vous a plu, les petites lettres glissées à l'intérieur? J'ai pas eu de retour dessus, je sais pas du tout. Donc dites-moi si, avec la carte et la petite chose, alors sans dévoiler le mystère de la dernière lettre, enveloppe là, enfin, lettre, carte. Qui fait partie de l'intrigue. Mais dites-moi si ça vous a plu, si je continue à faire des oracles comme ça, ou c'est pas la peine, vous lisez pas, vous regardez que les images, j'en sais rien. Dites-moi en tout cas pour ça, j'aimerais bien vos retours. Et voilà, et je vous dis à bientôt.